Aujourd'hui, on est le 11 mai 2017. Ce soir, c'est le gala du 12e concours de création littéraire à la rencontre d'un auteur. Je veux t'en parler pour t'inciter à participer à la prochaine édition. Alors, je t'explique simplement comment ça fonctionne. Chaque année, on demande à un auteur d'écrire une amorce d'histoire que toi, tu auras à poursuivre. Ton défi, c'est de poursuivre l'histoire. Sois créatif. Accroche-toi pas à la première idée qui te vient en tête. Cherche, creuse, ose l'originalité. Tu pourrais bien te surprendre toi-même et faire partie des finalistes de la prochaine édition. Parce que vois-tu, ton enseignante ou ton enseignant va choisir dans chacun de ses groupes le texte qu'elle juge le meilleur. Elle va l'acheminer au jury régional qui, lui, aura à sélectionner 3 finalistes par niveau de secondaire ainsi qu'un lauréat. C'est là que l'invitation à participer au gala arrive. Et au cours de ce gala-là, je dois dire qu'il y a plus de 2500 $ qui sont remis en bourse et en cadeaux. Alors, seras-tu des nôtres l'an prochain? Verras-tu ton texte publié dans le recueil 2017-2018 du concours? Je te le souhaite. Mesdames, Messieurs, applaudissez chaleureusement les finalistes et les lauréats de la 12e édition du concours de création littéraire à la rencontre d'un auteur. L'auteur de notre édition 2017-2018 a une longue, très longue feuille de route. Collaboratrice à la scénarisation de téléromans, scénariste de télévision, dont la très populaire série Chambre en ville, auteur conseil au développement de plusieurs autres émissions télévisées, animatrice radio, conférencière à César et romancière québécoise. Elle a une vingtaine de publications à son actif. Des livres adultes, mais surtout des livres jeunesse. D'ailleurs, elle adore les jeunes. Elle se soucie de leurs préoccupations. Je t'invite à la rencontre d'une auteure. Je te présente Madame Sylvie Payette. Sylvie Payette, bonjour. Bonjour. Je suis tellement contente que vous ayez accepté de vous associer à notre concours cette année. Là. Merci infiniment. Merci à vous. Quelle belle invitation. Écoutez, vous avez une feuille de route qui est tellement impressionnante. Moi, je me suis tout de suite posé la question, mais est-ce que cette femme-là a étudié pour faire dans ce domaine-là pour faire la carrière qu'elle connaît? Eh bien, la réponse est non. Non, moi j'ai étudié en décor costume, surtout. J'allais vraiment dans le milieu du théâtre ou du cinéma en décor costume. Donc, l'écriture est quelque chose qui est arrivé dans ma vie. J'ai commencé à la télévision professionnellement un petit peu plus tard, vers l'âge de 20 ans. Dans une série que vous écriviez vous-même ou vous collaboriez à la scénarisation d'une série? Non, j'ai commencé à travailler avec ma mère sur une série télé qui s'appelait La Bonne Aventure. Émission que j'ai écoutée assidûment. Mais là, c'est important aussi de spécifier que vous êtes la fille de Lise Payette, une grande dame québécoise qui a marqué le Québec autant par ses qualités journalistiques, sa vie professionnelle au niveau politique et... L'animation télé. L'animation je pense télé. que c'est important aussi de dire qu'au niveau politique, elle a fait des lois sur l'assurance automobile, par exemple, qui sont très importantes. Oui. Donc, elle a une feuille de route nettement supérieure à la mienne, mais je continue. Est-ce que le fait de travailler avec votre mère à la co-scénarisation de La Bonne Aventure, ça a été comme l'élément déclencheur qui vous a donné l'envie d'écrire votre série à vous, votre propre projet? Oui, c'est sûr que le fait d'avoir eu un succès avec La Bonne Aventure, après, on a fait des Dames de cœur, qui a été aussi une série qui a été très, très populaire. À partir de ce moment-là, oui, je me sentais prête à faire ma propre série à moi. Vous aviez quel âge à ce moment-là? J'ai commencé Chambre en ville, j'avais 29 ans.
Je pense que ça a été diffusé, si je me souviens bien, j'avais 30 ans à peine. Donc, oui, j'ai commencé tôt, finalement. Mais vous savez, quand j'ai commencé La Bonne Aventure, ma mère m'a demandé de l'aider. Mais en même temps, j'étais déjà tellement passionnée par l'écriture et la télévision que quand elle m'a contactée pour me dire, Sylvie, est-ce que ça te tente de participer avec moi? J'aurais besoin d'aide. C'était très naturel. J'avais envie de le faire, puis elle savait que je pourrais le faire. Et vous l'avez bien fait, parce que si je me souviens bien, Chambre en ville a atteint des cotes d'écoute incroyables. On parle de 3 millions de téléspectateurs. Et à la fin de la série, on parlait 3 millions chaque semaine. Oui, c'est énorme. On peut comparer ça à une émission comme La Voix, maintenant, qui atteint des records comme ça. Oui. Et c'est une émission qui a permis à des acteurs, des comédiens qu'on connaît très bien aujourd'hui, mais de faire leurs premières armes. Je pense à Grégory Charles, à Patricia Paquin, Francis Alors, il y avait Reddy Jasmin Roy, Francis Reddy, Anne Dorval, que tout le monde connaît aussi. Oui. Il y avait Marie-Josée Croze, qu'on connaît bien. Oui, on dit souvent que c'est... il y avait Guillaume Lemaitre-Vierge aussi, que tout le monde connaît. Mais on dit souvent que cette émission-là, c'était un tremplin, parce que c'est incroyable le nombre de jeunes qui commençaient, qui avaient des fois même l'âge de leur personnage, 20 ans. C'était l'histoire de Cégepiens. Oui. C'était l'histoire d'une dame qui avait des chambres chez elle et qui recevait des cégepiens qui allaient étudier à Montréal et qui devaient, pour toutes sortes de raisons, soit le programme qui était offert, soit parce que les parents, pour toutes sortes de raisons, pouvaient pas garder les enfants à la maison. Donc, ils s'installaient à Montréal chez Louise Leblanc. Et c'était des cégepiens. Il y avait un personnage qui était au secondaire qui s'appelait Caroline. Et c'est fou parce que Chambre en ville a, je crois, quelque chose comme 25-27 ans aujourd'hui et les gens en parlent encore. Et je sais que beaucoup de jeunes au Québec regardent les émissions en DVD. Alors, c'est ma grande fierté. Je suis très contente de voir que ça continue à intéresser les gens. Ça a été un énorme succès. Oui. Et c'est par après qu'est venue l'écriture de livres, de romans. Comment vous avez plongé là-dedans? Bien, c'est assez amusant parce qu'il faut comprendre que je n'étais pas du tout convaincue que je pouvais écrire un roman. J'ai l'impression que je faisais tellement... quand on écrit de la télé, on fait des dialogues. Mm-hmm. Donc, pour moi, j'étais une dialoguiste, je faisais des dialogues. Et écrire un roman, c'était une difficulté. Et un jour, quelqu'un m'a convaincue d'essayer. J'ai dit, bon, j'essaye. Si c'est pas bon, on le publie pas. La personne m'a dit, aucun problème. Très bien. J'ai commencé. Et c'est comme si, tout à coup, il avait ouvert une porte. Une porte qui était fermée sur une immensité d'histoires et de choses que j'avais envie de raconter encore, que j'avais pas pu raconter dans Chambre en ville. Et j'ai mis en scène tout de suite après, parce que ce livre-là, c'était Chambre en ville, la suite, mais j'ai mis en scène tout de suite des personnages qui avaient 16, 17 et 18 ans. Et j'ai commencé la série Savannah. Et c'est comme si des 12 tomes habitaient en moi depuis tout ce temps-là. Et c'est ça qu'il faut comprendre, c'est que, bon, il y a des livres adultes, bon, la suite de Chambre en ville, mais la série Savannah, ça s'adresse vraiment à des étudiants du secondaire. Ah oui, à partir de 6e année, mais genre, idéalement, c'est des secondaires 1 à secondaire 5. Aucun problème, même pour les secondaires 5. Je dis ça parce que des fois, en secondaire 5, on lit quand même des livres beaucoup plus développés que ceux de secondaire 1. Mais dans Savannah, il y a tellement d'événements, tellement d'aventures, tellement de choses à découvrir au niveau historique et puis tout ça que ils vont avoir autant de plaisir en secondaire 5 ou même des adultes le lisent. J'ai mis beaucoup... tout ce qui m'a intéressé, tout ce qui est venu chercher ma curiosité depuis des années à l'intérieur. Donc, c'est des livres de découverte. Mais en même temps, ça touche beaucoup les préoccupations des jeunes. Il y a quelque chose de très actuel. Oui, mais en même temps, à l'intérieur, il y a quand même une vie un peu quotidienne. J'ai un peu quotidienne parce qu'il lui arrive des aventures. Elle se retrouve quand même en avion privé. C'est pas tout le monde qui a la chance de voyager en avion privé, mais oui, quand même, il y a les relations, il y a l'amitié, les conflits, des choses comme ça, oui. Quand vous avez publié le 12e tome de Savannah, c'était une façon pour vous de fermer la boucle et tout de suite, en 2017, vous avez lancé les 2 premiers tomes de la série Nelly. Nelly, qu'est-ce qu'il y a de différent par rapport à Savannah? Bon, Nelly, déjà, elle commence un petit peu plus vieille. Elle commence à peu près l'équivalent du tome 7 de Savannah. Peut-être les gens connaissent Hunger Games ou bien oui. Twilight, qui sont des séries où le personnage est jeune, mais l'histoire est tellement plus... l'aventure, tout ce qui se passe est plus intéressant. Pas plus intéressant, mais se développe dans un monde différent. Donc, Nelly traverse un espace-temps. Il se retrouve au Québec le même jour, la même heure, la même année
Exactement. Donc, c'est pas dans le passé, c'est pas dans le futur, c'est en même temps. Mais elle a traversé un espace-temps. Il n'y a aucune idée ce que c'est l'espace-temps, ni comment c'est arrivé. Donc, elle se retrouve dans un monde parallèle, si je C'est comprends un bien. monde parallèle, c'est dans une dimension parallèle. Et dans cet univers-là, le Québec a gagné la bataille des plaines d'Abraham. Donc, les Français, à l'époque, ont gagné, ce qui fait qu'au moment de la Révolution française, les aristocrates se sont dit, pourquoi passer à la guillotine? Hop, on s'en va tous au Québec. Et ils ont instauré au Québec une monarchie. Alors, ce qui fait qu'à Montréal, c'est une île. Sur le Mont-Royal, il y a le palais. Et toute l'île de Montréal est réservée aux aristocrates. Ce qui s'est développé, c'est autour. La ville de Québec, en fait, est plus importante que New York parce que les Anglais ayant perdu, ils ont perdu beaucoup d'argent. Ils avaient un gros problème à ce moment-là. Donc, le Québec est beaucoup plus grand parce qu'on a une partie de ce qu'on appelle le Québec Act qui a été, qui existe réellement. On a une partie du Vermont qui appartient au Québec. Donc, c'est un Québec beaucoup plus vaste et qui est beaucoup plus important au niveau mondial. Et je suis contente parce qu'ici, on est à Victoriaville, dans l'ensemble du Québec, et c'est un des endroits où l'écologie a été vraiment... le berceau du développement durable. Oui, et c'est extraordinaire. Et Nelly se retrouve dans un Québec où c'est une priorité et on est le leader mondial du développement au niveau des énergies vertes. Donc, c'est pour ça. Mais il y a des choses pas bien aussi dans ce monde-là, ce qui fait qu'il va vivre des aventures terribles. J'ai l'impression que dans vos livres, quand vous les rédigez, quand vous les concevez, que vous avez le goût de faire plaisir au lecteur, mais vous avez en même temps peut-être la passion de transmettre de l'information, de transmettre des connaissances. Est-ce que je me trompe? Mais en fait, c'est de transmettre mes passions en leur disant... dans Savannah et dans Nelly, vous allez trouver plein de sujets qui m'intéressent, mais qui vont vous appeler à, si ça vous plaît, aller chercher. C'est-à-dire, je ne veux pas imposer quoi que ce soit mais à de personne, créer un éveil de curiosité. Mais créer un éveil et dire, ah, je ne savais pas ça, mais hey, c'est intéressant. Oh, ben, et de dire, hey, je vais aller m'informer là-dessus. Oui, ça, c'est important pour moi de dire, hey, regarde, telle chose, je l'ai vue ou je l'ai entendue, puis regarde, voir si c'est intéressant. Je pense que c'est ce que j'aime aussi dans les livres que je lis. Moi, j'aime bien quand je lis, puis j'ai l'impression, en leur fermant, que... je suis plus intelligente qu'en le commençant. Il y a quelque chose que j'ai appris ou une réflexion qui m'est venue qui fait que je le ferme, j'ai l'impression que ça m'a apporté. Mais il n'y a pas de morale, je ne suis pas non, j'ai pas de jugement, j'impose rien, mais je fais découvrir plein de choses. Parfait. Une question qui me... Turlupine. Oh oui, vraiment. Quand vous aviez l'âge de vos personnages, bon, à l'adolescence, est-ce que déjà vous écriviez? Ah oui. Moi, j'ai commencé à écrire à 10 ans. La première chose que j'ai faite, je lis toujours d'ailleurs. Et puis, bon, c'est pas très bon, on s'entend, mais c'est pas grave. Il faut commencer, puis il faut accepter qu'au début, c'est pas toujours très bon, il faut recommencer et tout. Mais j'ai commencé en faisant la comédie musicale de La Belle au Bois dormant. Pourquoi, je ne sais pas. J'avais le livre et tout à coup, je l'ai entendu. Je me suis dit, je vais faire une comédie musicale avec ça. Et vers l'âge de 14 ans, je crois, j'ai fait mon premier téléroman. J'ai une anecdote, mon premier téléroman. J'ai écrit mes personnages et le personnage principal masculin, il s'appelait Paul André. Je ne sais pas où je suis allée chercher ce prénom-là. Et tout à coup, j'ai épousé un homme qui s'appelle Paul André. Ça fait des années maintenant. Je ne dirais pas combien. Ça. Mais on a toujours trouvé ça étrange qu'à 14 ans, j'ai mis un prénom qui est quand même pas commun. Et puis que l'homme que j'ai rencontré puis que j'ai épousé avait le même prénom. Alors ça, c'est une anecdote. Mais donc, j'ai fait ça. J'ai commencé déjà dans la télé et tout. Mais est-ce que c'était facile pour vous déjà à 10 ans d'écrire? Non, ce qui est pour moi très facile, c'est d'avoir l'imagination d'écrire parce que continuellement, j'ai des idées qui viennent. Sauf que ce qui est de l'écriture, ça a été très long à développer parce que j'avais des problèmes de concentration, des problèmes d'orthographe. Je faisais un peu de dyslexie. Je fais encore de la dyslexie visuelle. Donc, j'avais un paquet d'éléments qui faisaient que l'écriture était difficile. C'était ardu. Je me relisais, je voyais pas mes fautes. Le professeur me disait, mais tu vois pas, là, tu as fait une faute. Puis là, je regardais le mot et je le voyais pas. Et j'avais beau me relire 100 fois, il restait toujours des fautes. Alors, je voudrais dire aussi beaucoup aux jeunes, quand je les rencontre dans les salons du livre et tout, je leur dis, il faut pas s'arrêter. Un auteur, c'est pas nécessairement quelqu'un qui a une orthographe parfaite ou qui connaît tout là, de la littérature. C'est
surtout avant tout de l'imagination. C'est avoir vraiment la capacité d'intégrer énormément d'informations quand tout ce qu'on apprend, tout ce qu'on lit nous donne envie de partager, d'écrire, et il faut se lancer. Et puis, tranquillement, je dirais que vers l'âge de 30 ans, j'ai arrêté de faire des fautes d'orthographe. Aujourd'hui, parce que je connaissais les règles, on les connaît, c'est qu'on n'arrive pas à le voir quand on fait des fautes. Et aujourd'hui, même moi, je le fais, et je dis aux gens, faites-le comme ça. Quand j'écris mon premier jet, et plein de coquilles ou de fautes, je ne m'arrête pas à ça. J'écris l'histoire, j'écris ce que je veux raconter. Parce que si on s'arrête à tous les 2 mois en disant est-ce que ça s'accorde, est-ce que j'ai bien fait? On perd le fil. On perd le fil. Alors que l'émotion, il faut qu'elle vienne d'un coup. Ensuite, une fois que c'est terminé, là, je m'assois et je prends chaque ligne tranquillement et je repasse. Maintenant, je peux le faire. Mais je veux surtout dire à ceux qui ont des difficultés d'orthographe ou de concentration et tout ça qu'il ne faut pas penser que c'est un métier qu'ils ne peuvent pas faire. C'est un métier qu'on peut faire. Oui, ça peut prendre plus de temps. Oui, ça peut être plus long. Mais l'imagination... On n'en a pas tous la même quantité. Je dis que souvent aux gens qui me disent « Ah, mais toi, tu dois avoir 4 hamsters dans la tête parce qu'on dit quelqu'un a un hamster qui se promène. » Je dis « Non, moi, j'en ai 12. » Et ça fait que des fois, la nuit, à 3 heures du matin, je me réveille et je suis pas capable de dormir parce que j'ai trop d'idées. Il faut que je les écrive. Alors, si quelqu'un a ça, par exemple, vous êtes dans une voiture puis tout à coup, vous regardez la nature et puis en regardant dehors, vous avez des idées, essayez. Donc, vous avez eu des idées pour écrire les amorces que vous allez proposer aux élèves qui vont participer au concours? Absolument, mais j'ai essayé de donner des outils, surtout. Une amorce intéressante, j'espère, pour eux, qui vont avoir du plaisir à le faire, mais c'est une amorce avec des outils. Qu'est-ce que vous voulez dire exactement? Bien, il y a toutes sortes de petites choses. J'ai mis des détails, des informations. Ils peuvent se servir de tout ça pour aller dans le sens qu'ils veulent. Surtout aller dans le sens qu'ils veulent. C'est ça qui, je crois, qui est l'idée de ce concours. C'est, je vous donne une base de départ, amusez-vous. D'accord. Est-ce que vous seriez prête à raconter les amorces que vous avez préparées pour nos élèves? Donc, je vous ai préparé 2 amorces, puis je vais vous en parler. D'accord. C'était un lundi comme tous les autres ce matin-là. Simon préparait son lunch, sa mère le faisait le sien aussi, en écoutant la radio. Tout semblait parfaitement normal. Simon regardait les bulletins de nouvelles sur sa tablette. Il n'y avait rien de particulier. Il pensait à son 4e secondaire qui allait se terminer très bientôt. Il restait très peu d'examens. L'été commençait, c'était merveilleux. Il avait déjà très hâte parce que tous les étés, il travaillait au camping et cette année, il allait surveiller la plage, ce qu'il attendait depuis très longtemps. Mais malheureusement, sa petite sœur Anaïs allait elle aussi travailler avec lui. Ce qui faisait que cette année-là risquait d'être un petit peu moins amusante, mais tant pis. Justement, parlant d'Anaïs, sa mère se demande « Mais Simon, où est-elle ce matin? Elle n'est pas là. Elle ne s'est pas levée. Elle va être en retard. » Simon doit aller chercher Anaïs. Il va à sa porte. « Anaïs, ouvre la porte! » Rien. Anaïs, si tu n'ouvres pas la porte dans 10 secondes, j'ouvre. Rien. Il ouvre. Simon entre. Il constate que le lit est fait. Anaïs n'est pas là. Il a beau l'appeler, elle ne répond pas. Il se dit, peut-être dans le garde-robe, mais regarde, elle n'est pas là. Il continue, il constate que la fenêtre est fermée de l'intérieur. Elle n'est pas sortie par là. Son sac, surtout ses cartes et son portefeuille sont là, donc visiblement, elle n'est pas partie. Donc, que s'est-il passé? Simon se dit peut-être qu'elle a laissé un message et qu'en ouvrant son ordinateur, on va savoir ce qui se passe. Qu'est-ce qu'il trouve? Une image du dernier jeu qu'Anaïs s'est procuré et auquel elle joue. Pendant qu'il approche la main pour vérifier, une main sort de l'ordinateur, lui prend le poignet et là, un duel commence à savoir est-ce que c'est Simon qui entre dans l'ordinateur ou si c'est la chose mystérieuse qui en sort. À toi de jouer. C'est quoi la suite? Maintenant que tu as fait la rencontre de Sylvie Payette et que tu as pris connaissance de l'amorce qu'elle te propose, eh bien, c'est à toi de jouer. Je te suggère de porter attention toutefois aux consignes qui seront fournies par ton enseignant afin de bien respecter le nombre de mots autorisés. Et aussi, n'oublie pas de trouver un nouveau titre qui va coller à ton histoire selon le déroulement que tu vas lui faire prendre.
Si ton texte est sélectionné pour être soumis au jury régional, tu dois le signer d'un pseudonyme parce que toute l'analyse des textes se fait dans l'anonymat des jeunes auteurs. Maintenant, je rappelle que ce concours s'adresse uniquement aux élèves des écoles secondaires publiques et privées de la région centre du Québec et qu'absolument tous les textes pour être soumis au jury régional doivent nous parvenir par l'entremise d'un enseignant de français. Maintenant, si tu veux revoir cette vidéo ou en savoir un peu plus sur le concours, je t'invite à aller voir la page web de la Société Saint-Jean-Baptiste. Clique sur l'onglet « À propos de la Société » et dans le menu déroulant, clique sur « Concours littéraire ». Enfin, la date limite pour présenter les textes est le 28 février 2018. J'espère que tu prendras plaisir à relever ce défi et je te souhaite bon succès. Toute publication dans le cadre de ce concours littéraire a été faite avec la permission de l'auteur Sylvie Payette. La Société Saint-Jean-Baptiste du Centre du Québec tient à remercier toutes les personnes qui collaborent à la réussite de cette activité. L'auteur, Sylvie Payette, les enseignants et enseignantes de français, les directions d'école, les membres du jury, les partenaires financiers du concours, Humania Assurance, la Fondation Monseigneur Antonio Parenteau et Bureau Pro Citation. Merci à la Ville de Victoriaville pour le prêt d'équipement et un merci bien spécial à tous les élèves qui vont relever le défi du concours de création littéraire à la rencontre d'un auteur.